Conakry, 28 juillet 2023. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire, accueil triomphal de l'équipe de basketball U16, sacrée championne d'Afrique. Elle a été reçue par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Un match de gala et un banquet ont été organisés à leur honneur. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique vient de prendre fin à Saint-Pétersbourg. Le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Adam Kouyaté, a mis l'accent sur les attentes du continent par rapport à la réalisation de ses engagements. Au sommet encore, la question de protection des enfants préoccupe l'État et ses partenaires. Un rapport sur la situation des enfants est remis au gouvernement. Des avancées sont à réussir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Direction Palais Mohamed V, où le chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya a reçu jeudi l'équipe de basketball U16 sacrée championne d'Afrique. Après avoir remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique de basketball U16 dimanche dernier à Tunis, les jeunes joueurs guinéens ont eu droit à Conakry un accueil triomphal, un match de gala opposant l'équipe du gouvernement dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya et les nouveaux champions d'Afrique a été organisé dans la cour du palais Mohamed V. Images et commentaires, Omar Bari. Regardez. Les jeunes Guinéens de moins de 16 ans viennent de réaliser un parcours véritablement exceptionnel en remportant la finale contre les redoutables pharaons d'Égypte, ceux qui les couronnent champions d'Afrique de basketball dans leur catégorie. Leur succès n'a rien d'éphémère car ils ont brillamment dominé chaque étape de la compétition. La finale fut l'apothéose de leur détermination, scellant ainsi leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se tiendra en Turquie. Leur performance remarquable a suscité l'admiration de toute la nation et en reconnaissance de leurs exploits, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, les a invités à une cérémonie officielle de célébration. Sous les regards émus de toute la délégation, le capitaine Gassim Savané a remis le trophée, le ballon de la victoire au chef de l'État. Le soutien inébranlable des autorités dirigées par le président de la République a été salué par les joueurs et le staff d'encadrement de l'équipe U16. C'est avec un très grand honneur que je prends la parole au nom de tous mes coéquipiers pour vous exprimer notre gratitude pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié à notre tour et pour vous présenter le trophée de champion d'Afrique. Et aussi vous dire que nous nous sommes battus comme de grands éléphants pour remporter cette coupe, déjà en faisant un parcours quasi sans faute avec 7 matchs et 7 victoires. Et aussi en battant en finale, et en match de poule aussi, et en battant en finale l'Égypte, championne d'Afrique. Une fois de plus, nous remercions Monsieur le Président de son invitation personnelle aujourd'hui et nous remercions tous ceux qui travaillent pour l'amélioration du sport en Guinée. Excellence, merci pour votre soutien infaillible lors du sacre de nos jeunes basketteurs qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Cet exploit exceptionnel et historique témoigne de la passion, du talent, de la détermination de notre équipe nationale de basketball. Il est de notoriété publique que vous êtes un grand pratiquant de basketball et un grand défenseur du sport, donc de la jeunesse de notre nation. Et nous vous exprimons notre gratitude profonde pour votre engagement connu envers le développement du basketball et du sport en général. Mon colonel, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais vos différentes apparitions en train de jouer au basketball, notamment votre présence et votre dunk lors du match de gala de Paul Pogba au stade de Nongon, ont galvanisé nos jeunes athlètes et leur ont donné la motivation nécessaire pour relever ce défi. La présence très réconfortante il y a quelques semaines du général Amara et du ministre directeur de cabinet Djiba Diakité lors du camp de basketball organisé par notre compatriote Amidou Diallo qui évolue en NBA également était pour quelque chose dans cette réussite. Aujourd'hui, je souhaite faire un appel à votre bienveillance et à votre
vision en plaidant pour l'obtention d'une salle de sport moderne qui servira de catalyseur pour le développement du basketball et du sport en général. Le ministre en charge des sports, Lansana Béa Diallo, a chaleureusement présenté cette forte délégation au chef de l'État, exprimant sa fierté du repositionnement de la Guinée sur la scène sportive continentale. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis en ce lieu pour célébrer une victoire, celle de la Guinée. Une victoire sportive, la consécration du basket guinéen. Cette victoire, c'est le repositionnement, Monsieur le Président. C'est aussi celle d'un staff technique, dévoué et professionnel qui aura réussi à tirer le meilleur de cette équipe d'athlètes, aussi jeunes que fascinantes par leur talent. Une génération accompagnée par de nombreux bénévoles qui se dévouent au quotidien. Et nos jeunes ont effectivement montré c'est quoi un engagement, c'est quoi une détermination dans cette magnifique finale qu'ils ont faite. Parce qu'on l'a vu, cette finale, beaucoup de gens n'y croyaient pas, il restait 4 minutes, on s'est dit c'est fini pour la Guinée, beaucoup de gens ont quitté la télévision, et puis finalement on s'est rendu compte que ces jeunes n'ont jamais lâché, ils se sont dit cette victoire elle doit être pour nous, on va aller jusqu'au bout. Et effectivement ils ont non seulement été jusqu'au bout, mais ils ont terminé avec un score assez impressionnant par rapport au retard qu'ils avaient. C'est l'occasion, Monsieur le Président, pour moi, de vous remercier. De remercier le colonel pour son appui aux équipes nationales. Ces jeunes athlètes ont réalisé un exploit retentissant. Toute la Guinée en parle aujourd'hui, avec fierté et à juste titre. Il faut alors soutenir et valoriser cet effort en faisant en sorte que cela ne soit pas une victoire sporadique et ponctuelle, mais une répétition jusqu'au niveau des seniors. Cela passe forcément par une restructuration profonde de notre basketball. La cérémonie officielle fut l'occasion de reconnaître l'engagement, le talent et la contribution exceptionnelle de ces jeunes champions au sport et à la fierté nationale. Le président Mamadi Doumbouya a félicité chaleureusement le staff technique, les joueurs et la fédération, tout en les encourageant à continuer à promouvoir l'importance du sport dans la société et son impact positif sur la jeunesse et le pays tout entier. Cette victoire est un modèle inspirant pour la jeunesse guinéenne, un motif de fierté nationale. La célébration se poursuit avec un match de gala organisé à l'intérieur du palais Mohamed V, mettant en évidence l'esprit sportif cher au chef de l'État. Cette initiative a permis de rassembler la nation autour du sport et de célébrer la victoire éclatante de l'équipe U16. Le match de gala s'est terminé par une écrasante victoire de l'équipe dirigée par le président colonel Mamadi Doumbouya lui-même. La journée de célébration s'est clôturée par un somptueux banquet offert par le chef de l'État, témoignant ainsi de l'importance qu'il accorde à ces jeunes athlètes et à leur succès historique. Ainsi, la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya remporte fièrement son premier sacre continental de basketball, écrit en lettres d'or dans l'histoire du sport guinéen, et en faisant rayonner la nation sur la scène internationale de la Fédération internationale de basketball, FIBA. On est là pourquoi? On est là pourquoi? On est là pourquoi? Merci Omar Bari. Les jeunes joueurs basketteurs U16 font la fierté de la Guinée. Poursuite de l'évaluation à mi-parcours des ministères sectoriels à la primature. Ce vendredi, 4 autres ministres étaient face au comité d'évaluation afin de défendre leur rapport d'activité programmée pour les 6 premiers mois écoulés. Cet exercice est placé sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Voici le reportage signé Ousmane Bangoua. Depuis déjà 5 jours, le comité d'évaluation des ministères sectoriels travaille sans répit. Ici, à la primature, à l'image des 14 ministres déjà évalués, d'autres membres du gouvernement sont venus défendre ce vendredi leur rapport d'activité semestriel. Cet exercice nous permet déjà de voir tout ce qu'on a fait, les points forts, peut-être les lacunes ou des ratés, avec des conseils des évaluateurs, et évidemment avec des notes qui seront derrière. Disons, on peut voir ça, comme un outil de redevabilité, mais c'est aussi un exercice de vérification, non pas pour le contrôle, mais aussi de regarder l'adéquation entre la mission, les moyens et les objectifs à atteindre. Donc, comme c'est un exercice d'explication
bien sûr, ça va à l'endroit des populations pour que celles-ci appréhendent mieux les missions qui nous sont assignées et puissent aussi, de façon populaire, évaluer les actions que nous mettons à leur service et les objectifs qui nous sont assignés. L'outil qui est utilisé ici, dans ce cadre-là, on l'appelle GAR, G-A-R, donc c'est la gestion axée sur les résultats. Quand on vous donne les ressources d'un État et que vous êtes supposé gérer, à un moment donné, c'est la rédemption. Et cela doit se faire dans la transparence. Mais l'évaluation là doit être comprise comme étant un moyen de maximisation de l'efficacité des équipes publiques dans la gestion des ressources publiques afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens guinéens. Cette évaluation nous a permis de cerner davantage les défis auxquels nous sommes confrontés, nous a permis d'explorer les pistes d'amélioration des solutions, nous a également permis de réfléchir en sorte que les activités qui sont planifiées, qu'on puisse les réaliser dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, permettant à la population entière de bénéficier de toutes les activités planifiées au début de l'année. Avec la coordination du Premier ministre, Dr Bernard Goumou, les évaluateurs se penchent notamment sur les rapports d'activité et des plans d'action opérationnels assignés aux départements respectifs. Ceci pour mieux insuffler une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale à travers la bonne exécution des différentes lettres de mission assignées aux départements sectoriels. C'était un rendez-vous techniquement intéressant parce qu'à l'aide des indicateurs, nous avions passé en revue les différentes activités. Nous avons vu ensemble avec les intéressés, c'est-à-dire les départements concernés, comment évoluait ce que eux-mêmes avaient planifié et est-ce que les objectifs fixés étaient atteints. Je considère que les choses se passent sérieusement. Les ministres se prêtent bien au jeu. Le Premier ministre est percutant dans ses déclarations avec eux. Et puis, les évaluateurs sont assez sérieux dans l'approche qui est faite. Et je pense que ceci devrait permettre réellement de mieux comprendre le fonctionnement des départements ministériels, et les causes des problèmes qui s'y posent, mais aussi de faciliter l'élaboration, la fixation des objectifs et de voir un petit peu aussi les failles qui existent dans les engagements qui sont pris par les ministres, mais aussi par le pays, par même les présidents. Eh bien, à force de travailler de cette façon, on finira bien par créer les conditions d'un travail lié à la délivrance de résultats, comme on dit, des livrables, des gens qui vont arriver à créer la différence. Par cette opération d'évaluation à mi-parcours de performance de l'équipe gouvernementale, le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, redonne de la visibilité aux actes posés par son gouvernement et réoriente les actions de développement sous le leadership du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. En transition, direction Saint-Pétersbourg, où les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du sommet Russie-Afrique. 2 jours d'échange ont permis de voir l'état de coopération entre les deux parties. Plusieurs annonces ont été faites au cours de ce forum. Dans sa prise de parole, le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Santan Kouyaté, est revenu sur les attentes du continent par rapport à la réalisation de ses engagements. Mamadi Terna Kamisoko, envoyé spécial. Au-delà des sessions plénières et des expositions, la prise de parole des chefs d'État et de gouvernement est le moment le plus important du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Dans les différents discours devant le patron du Kremlin, les dirigeants du continent ont exprimé leur vive volonté à bâtir une coopération durable et avantageuse. La Guinée, partenaire historique et stratégique de la Russie, a eu droit à la parole. Au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger salue une collaboration vieille et avantageuse avec le géant russe. C'est au nom de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, que je prends la parole pour vous livrer son message. Même s'il aurait voulu être personnellement ici,
n'eût été son agenda national très chargé. La République de Guinée et la Fédération de Russie entretiennent des relations de coopération et d'amitié depuis l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté nationale en 1958. Cette amitié est née de l'admiration et de la confiance que l'Union des républiques socialistes soviétiques d'alors avait eue pour la jeune République de Guinée, qui avait posé les bases concrètes du panafricanisme et montré la voie de la liberté à plusieurs peuples africains. La République de Guinée n'est donc pas un nouvel ami de la Fédération de Russie. Depuis plus de 60 ans, nous coopérons d'égal à égal dans tous les domaines social, culturel, économique, scientifique, politique et diplomatique. Mon pays et son président ne peuvent donc figurer sur aucune liste de ceux à influencer pour ou contre la Fédération de Russie, car c'est le chemin de l'amitié tracé par nos pères fondateurs qui est suivi sans détour par le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Sur la politique internationale et les crises qui vont avec, la Guinée réaffirme son appartenance à un monde plus juste et égalitaire. C'est pourquoi, dans son discours, la crise ukrainienne n'est pas passée sous silence. C'est aussi au titre de cette amitié historique que la République de Guinée lance un appel pour la paix dans cette respectable région du monde et particulièrement pour la résolution pacifique par le dialogue du conflit opposant la Fédération de Russie et la République d'Ukraine. Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents et chefs de gouvernement, des millions de femmes et d'hommes, d'enfants africains qui seront directement affectés à tort par la rupture de l'accord sur les céréales sont à l'écoute de cet important sommet. Au nom de l'amitié Russie-Afrique, demandons à notre illustre hôte, son Excellence président Vladimir Poutine, de faire parler son cœur pour nous aider à protéger l'Afrique et ses peuples d'une éventuelle famine incompréhensible et paradoxale qui ne serait pas liée à une pénurie de céréales. La Russie est déjà présente en Guinée dans plusieurs domaines, comme les mines, la santé ou encore l'éducation et la recherche scientifique. L'objectif est d'étendre cette belle collaboration à d'autres domaines porteurs d'espoir et d'espérance pour le peuple de Guinée. En dehors du sommet Russie-Afrique, le président du CNT est dans l'offensive diplomatique. Dr Dansa Kroma et sa délégation ont rencontré les députés de la Douma, Assemblée fédérale de la Russie, au menu des échanges, évaluer la mise en œuvre du groupe d'amitié entre les deux institutions législatives. Ablaïa, le reportage. Le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Un rendez-vous qui vise à dessiner l'avenir d'une coopération fructueuse. Ce sommet de Saint-Pétersbourg offre l'opportunité aux dirigeants africains de nouer des contacts pour un développement harmonieux et durable. Le Conseil national de la transition, conduit par son président, rencontre ses homologues de la Douma d'État de la Fédération de Russie. Le renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux organes législatifs, la promotion de l'éducation, l'énergie et la santé figurent parmi les principaux sujets de cette audience. Nous avons eu un rendez-vous avec beaucoup de questions économiques, humanitaires et politiques. Et tout ce qui est important, que l'opinion de mon partenaire est connectée avec le futur de l'Afrique et de la Russie. Et le futur de la Russie et l'Afrique, et Guinée aussi, c'est la coopération en différents domaines. Déjà, pour aller vite dans ce partenariat fécond, un groupe d'amitié est initié pour matérialiser cette ambition. Cette autre rencontre entre les deux institutions marque un élan diplomatique parlementaire qui devrait aboutir à la redynamisation des liens d'amitié et de coopération. Nous avons franchi un grand pas et le fait d'aller à la matérialisation par la négociation et la signature d'un accord cadre de coopération entre nos deux parlements, mais l'engagement aussi de la Douma à impliquer le gouvernement de la Fédération de Russie dans cette discussion pour que les ministères, les domaines et les régions les plus pertinents soient impliqués dans la redéfinition d'un nouveau cadre de partenariat économique et humanitaire avec l'Afrique, notamment la Guinée. Et nous avons décidé de joindre la parole à l'acte ou de l'acte à la parole
Et nous allons désigner en Guinée des interlocuteurs du CNT qui vont préparer une mission de haut niveau de la Russie qui visitera la Guinée. Les deux parties aspirent en faveur d'un monde multipolaire. Dr Dansa Kourma et Alexander Babakov s'engagent au nom de leur institution dans une dynamique de coopération basée sur des fondements sociaux traditionnels avec en ligne de mire des bénéfices gagnant-gagnant. Dans l'actualité encore, la douane régionale de Zérékouré vient de saisir une importante quantité de munitions. Au total, 146 000 cartouches ont été retrouvées à bord d'un camion en provenance de la Haute-Guinée. Au même moment, un autre camion rempli de produits pharmaceutiques venant du Libéria a été arrêté et présenté aux autorités régionales. RTG Zérékouré, lancé Kamisoko, Momel Amin Diallo, Momel Saluvaï. C'est un coup de filet réussi par la douane régionale de Zérékouré. Il s'agit de la saisie de 2 camions de produits OIB. Le premier provenant du Libéria contient 485 cartons de produits pharmaceutiques et le second en provenance du Mali avec une importante quantité de munitions, de fusils de chasse. Au total, 146 225 cartouches de munitions de calibre 12 sont mises sous verrou. Cela ne me dédouane pas. On a eu une réunion avec la brigade qui est déployée tout au long des frontières. Il faut vraiment les moyens de faire des miracles comme ce qu'on a fait aujourd'hui, de faire autre chose que ce que vous avez vu aujourd'hui. Je viens au nom du chef de l'État, le président de la République, les féliciter par rapport à cette activité qu'ils viennent de mener. Et demander surtout ceux qui pensent que c'est un feu de paille, ils n'ont qu'à cesser. Monsieur le procureur est là, il va lancer une poursuite contre tous ceux qui sont menés à cette activité pour que force reste à la loi. Quant au procureur de la République, près le tribunal de première instance de Zérékouré, il rappelle l'engagement de la justice aux côtés des services de défense et de sécurité dans la protection des populations guinéennes. Une équipe mixte des gendarmeries, brigades de recherche, de la police, la direction régionale de police et l'unité qui a saisi les produits, la douane. Nous avons mis cette équipe en mouvement. Cette équipe a procédé à des arrestations. On a même arrêté le chauffeur du premier camion. Nous allons voir qui est à la base de ce transport des produits vers Zérékouré. Avec plusieurs saisies effectuées en l'espace de quelques jours, le nouveau directeur régional des douanes de Zérékouré affiche sa volonté de lutter contre les trafics sous toutes ses formes dans la région. Santé. La journée mondiale de lutte contre l'hépatite est célébrée chaque 28 juillet, une maladie qui continue de faire des victimes à cause du manque d'informations autour de son mode de transmission. En Guinée, plusieurs formes de l'hépatite sont diagnostiquées chez les patients. Parmi elles, l'hépatite B semble être en hausse. Adiatou Barissi, le reportage. En Guinée, le variant B de l'hépatite est le plus fréquent, selon les spécialistes. Parmi les personnes exposées à la contamination du virus, figurent en bonne place les femmes enceintes. Chez cette catégorie de malades, l'hépatite B expose à la fois la mère et son futur bébé. Le jour du travail, une femme enceinte, elle peut contaminer ses enfants pendant le travail. Il y en a qui disent pour la grossesse, mais c'est surtout le travail. Quand elle commence à accoucher, le travail, les microtransfusions materno-fétales et les sécrétions de liquide et de sang pour l'accouchement. C'est par les deux méthodes-là. Au centre SOS Hépatite Guinée, c'est une soixantaine de femmes enceintes porteuses de l'hépatite B qui sont suivies. C'est le cas de cette dame qui requiert l'anonymat à cause de la stigmatisation dont elle est victime. Comme elle, toutes ces femmes en état de famille sont soumises à un traitement selon leur charge virale. Je suis à ma 3e grossesse. C'est au cours de cette grossesse que j'ai su que j'ai contracté l'hépatite. Mais le médecin m'a rassuré qu'avec le traitement, mon bébé serait à l'abri de cette maladie. Cette femme-là, d'abord, nous l'avons bien reçue, l'a sensibilisée pour les tests, et elle et son mari, elle va commencer le tenofovir dès le 6e mois là, parce que prendra 3 boîtes avant l'accouchement et 3 boîtes après l'accouchement, et ensuite nous allons continuer la charge virale
son mari et ses 2 enfants vont faire le test. Ceux qui seront positifs seront suivis, ceux qui seront négatifs seront vaccinés par 3 injections. Depuis 2012, le centre SOS Hépatite Guinée a admis près de 7000 personnes infectées par les différentes formes de l'hépatite virale, dont la moitié arrive dans un tableau de complications. La prise en charge coûte très cher, le dépistage coûte cher, le suivi coûte très cher, les examens de fibres, par exemple. Il n'y a que 35% de nos malades qui sont capables de s'autofinancer pour la prise en charge de l'hépatite. Considéré comme un problème de santé publique, la lutte contre les hépatites doit être aujourd'hui une priorité nationale. D'où la célébration chaque année de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites en Guinée pour intensifier la riposte contre la maladie. Et puis l'autre célébration, c'est celle de la Journée mondiale de population 2023 qui sera célébrée en différé. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a le plaisir de célébrer en différé la Journée mondiale de la population 2023 et de présenter le rapport de l'état de population le lundi 31 juillet 2023 à partir de 13h à l'hôtel Rivera Kaloum. Au cours de cette journée spéciale, le gouvernement procédera également à la remise d'équipements de transformation des produits agricoles, groupements féminins et d'équipements médicaux aux structures de santé rurale. Sont conviés à cette importante cérémonie les membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale, les conseillers nationaux, les facilitatrices du dialogue interguinéen, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Monsieur le maire des communes de Conakry, les représentations diplomatiques accréditées en Guinée, le représentant résident de la Banque mondiale, le représentant résident de la BADEA, le coordinateur du système des Nations Unies, le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, les présidents du patronat, les présidents des chambres consulaires, les organisations de la société civile. Compte tenu de l'importance que revêt cet événement, le ministère du Plan et de la Coopération internationale serait honoré de compter sur votre présence effective à cette cérémonie mémoriale. L'ambassade du Japon en Guinée, à travers son agence de coopération, la JICA, et le ministère du Plan et de la Coopération internationale, viennent de signer une convention de coopération. Il s'agit d'un montant additionnel dans le cadre de la finalisation du projet de construction de l'Institut national de la santé publique à Koya. Daouda Tabansila, reportage. C'est une aide financière non remboursable du gouvernement japonais à la Guinée. Elle est une manifestation de la vitalité des relations entre les deux pays et surtout de la volonté des deux gouvernements d'intensifier leurs relations d'amitié et de coopération. Cette nouvelle subvention représentant une rallonge budgétaire d'un montant de 265 millions de yens, portant le total du projet à 2,492 millions de yens, est destinée à la réalisation effective du schéma directeur initialement prévu pour la mise en œuvre des travaux de construction de l'Institut national de la santé publique de Koya. Rétablir la confiance entre les citoyens et leur système de santé ont des challenges des autorités de la transition. La construction, par exemple, de l'Institut national de santé publique, INSP de Koya, par les partenaires japonais, en est une parfaite illustration. L'Institut national de santé publique est une sorte de sentinelle de la santé en Guinée. C'est grâce à ses équipements et à son personnel que nous pouvons identifier les maladies à potentiel épidémique, confirmer les diagnostics, mettre en route les traitements pour circonscrire les épidémies. Jusqu'à présent, nous avons réussi à le faire, mais le niveau 3 nous permet désormais d'être autonomes et de ne plus recourir à des laboratoires de contrôle situés en dehors du territoire guinéen. L'INSP, qui sera bientôt achevé à Wankifon, disposera d'un laboratoire moderne et aux normes internationales. Il permettra de poursuivre les travaux sur les maladies épidémiques et bénéficiant des expériences acquises
Pressé de voir ce projet achevé en faveur des citoyens, le préfet de Koya parle déjà du maintien de la sécurité autour de l'infrastructure. Quand j'ai reçu un écrit de M. le directeur national, j'ai aussitôt dépêché un PA militaire. Le PA existe maintenant là. Même chaque week-end, je suis là-bas. Sérieusement, les gens, ils font leur travail là-bas. Le Japon, à travers la JICA, accompagne depuis des années la République de Guinée dans son programme de développement. La construction des écoles, l'appui aux ports de pêche, les ponts et les infrastructures sanitaires illustrent le niveau de cette coopération guinéo-nippone. Dans la savane guinéenne à Kankanabaya, le Fonds de développement social et de l'indigence s'implique dans l'agriculture. Le district de Malé-Toumania a été choisi par le Fonds pour les travaux agricoles. Les autorités de ce service humanitaire ont visité le site pour s'enquérir de l'état du domaine à exploiter. Les ambitions affichées sont prometteuses pour les ménages pauvres. RTG Kankan, Djamokaba est notre correspondant. Des paysans à rencontrer autour des défis de promotion rurale à relever. Cette ambition de la transition conduit l'équipe du Fonds de développement social et de l'indigence dans le Wassolon profond. Deuxième étape de ce périple d'évaluation, la traversée du fleuve Sankarani. Nous sommes dans le district de Malé-Toumanina, sous-préfecture de Saladou. Sur ce périmètre de 170 hectares, l'évolution du domaine risicole impressionne déjà. Ce projet est une première dans notre village. Il était très attendu. Un appui du président de la transition qui vient renforcer notre système agricole, longtemps inexploité. Hier un rêve, aujourd'hui une réalité. L'enjeu est de faciliter l'accès à l'agriculture villageoise. Un chantier souhaité par le chef de l'État pour reconquérir la souveraineté alimentaire et opérer une transition qui intègre les plus pauvres dans le monde agricole. Une lueur d'espoir pour les ménages vulnérables de la savane guinéenne. C'est par rapport à la vision de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, du Premier ministre Bernard Gourmont et tout le gouvernement, à travers l'appui technique du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. L'allure est très bonne et nous pensons que cette production servira à accompagner, enfin, c'est-à-dire à la récolte, à accompagner les populations, non seulement de la localité de Malé-Toumanina qui vont bénéficier de 25% de la production, les 75 autres pourcents seront distribués dans les préfectures de la région administrative de Kankan. Une première en Guinée, nourrir les pauvres qui n'ont pas la possibilité de se nourrir. Tout ça là, c'est l'esprit du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui ne cesse d'aider sa population. Et nous aussi, on doit être reconnaissants pour connaître ce qu'il est en train de faire et le remercier. La lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural est un engagement au quotidien des pouvoirs publics. Ce projet de 5 ans est financé par le service humanitaire de l'État. Le résultat affiché est le fruit du protocole d'accord entre les propriétaires terriens de Malé-Toumanina et les autorités du Fonds de développement social et de l'indigence. Et puis cet autre communiqué avant de poursuivre ce journal relatif à l'application du contrôle des permis de conduire biométriques et carte grise numérique en raison des négociations en cours entre le ministère des Transports et la fêtière patronale des transports routiers de Guinée et tenant compte de leurs demandes. Le ministère des Transports, en collaboration avec la police routière et la gendarmerie routière, informe les usagers de la route et les populations que le contrôle systématique des véhicules automobiles et autres engins roulants, initialement prévu à la date du 31 juillet 2023, selon son communiqué en date du 2 juillet dernier, est reporté jusqu'à nouvel ordre. Un autre communiqué sera diffusé au terme des négociations. Le ministre des Transports s'est compté sur la bonne compréhension et le civisme de chacun et de tous, qu'on a créé le 28 juillet 2023, signé Félix Lamar.
au ministère de l'enseignement préuniversitaire. La formation des formateurs est toujours d'actualité à travers la Direction nationale de la formation continue. Des rencontres se tiennent pour trouver des solutions adaptées. Aujourd'hui, l'identification des besoins de formation des enseignants du secondaire a été retenue et un document de politique a été validé. Abdul Aziz Bali. Depuis plusieurs années, le système éducatif guinéen fait face à plusieurs défis pour assurer une formation continue de qualité au profit de son corps enseignant. Ce vendredi, au cours de la deuxième session du comité de pilotage, plusieurs documents sont amendés et validés et des besoins de formation des enseignants du secondaire sont identifiés. Avec cette phase de transition, nous sommes en train de travailler pour avoir un outil d'orientation, un outil qui va nous permettre désormais de nous repérer pour la gestion de la formation continue. Aussi, dans le cas de l'ingénieur de la formation, vous ne pouvez pas assurer la formation des gens sans connaître leurs besoins. C'est pourquoi pour le secondaire, nous avons insisté pour que nous puissions identifier les besoins de formation de ces enseignants. Non seulement les besoins professionnels, mais aussi les besoins d'ordre académique. Garantir l'amélioration du niveau de l'enseignement en Guinée reste le cheval de bataille des autorités du MEPUA. Au niveau de l'enseignement secondaire, plusieurs idées sont fédérées pour des solutions pérennes. Ce comité de pilotage est un outil indispensable pour la réussite de la transformation positive du système éducatif guinéen. Nous attendons de cet outil-là une réussite totale d'identification des besoins de la formation des enseignants en vue de permettre d'apporter des outils qui puissent nous permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage de qualité dans nos salles de classe. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous nous reposons sur les formations-là pour pouvoir essayer de donner un apprentissage de qualité à nos élèves. Sur la coupole de la Direction nationale de la formation continue du personnel enseignant, plusieurs enseignants au secondaire sont identifiés pour un renforcement des capacités. Rehausser le niveau des élèves et enseignants reste la préoccupation du département dirigé par Guillaume Awing. Je le disais en titre, la protection des droits des enfants figure au nombre des préoccupations du gouvernement guinéen et ses partenaires. Un rapport sur l'analyse situationnelle des enfants et des adolescents a été remis aux autorités. Il met l'accent sur les déficits et les avancées en matière de la protection des enfants en Guinée. Mohamed Camara revient sur les grandes lignes de ce rapport. Après 8 ans, un nouveau rapport sur l'analyse situationnelle des droits des enfants et adolescents en Guinée est remis au gouvernement. Ce document précieux qui récapitule tous les manquements liés au non-respect des droits des enfants, mais aussi les efforts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants et des adolescents. Ils sont consignés. Il s'agit donc d'un rapport qui retrace un peu les avancées de la Guinée en matière de réalisation des droits de l'enfant. Et cela dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, dans le domaine de la protection, dans le domaine de l'éducation. Donc ce rapport ressort un peu les avancées significatives en lien avec les engagements de la République de Guinée par rapport aux droits des enfants, mais aussi ça ressort les faiblesses des différents services impliqués dans la réalisation des droits de l'enfant. Pour une compréhension approfondie du niveau de réalisation des droits des enfants, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, appuyé par son partenaire UNICEF, réalise la présente étude à l'échelle nationale. L'analyse de la situation des enfants permet au gouvernement, ses partenaires et aux autres parties prenantes de la société guinéenne de disposer d'un diagnostic et d'une analyse actualisée utilisant les données les plus récentes concernant les questions relatives à la réalisation des droits des enfants. Depuis plusieurs décennies, notre pays s'est résolu à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux de ses citoyens les plus vulnérables, notamment les enfants. Si nous pouvons être fiers de certaines réalisations dans certains secteurs, tels que l'accès à l'éducation primaire et la réduction du travail des enfants, nous devons également reconnaître que de nombreux enfants continuent de faire face à des obstacles considérables dans leur vie au quotidien. Les résultats de l'analyse situationnelle qui viennent d'être présentés relèvent à la fois des avancées significatives et des défis persistants dans la réalisation des droits des enfants et adolescents en République de Guinée.
L'autre temps fort de cette édition, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a déclenché un combat contre toute forme de harcèlement dans les services. L'initiative s'inscrit dans la politique de modernisation des services à travers le traitement équitable de tous les travailleurs. Sur le reportage, Amadou Touré. En considérant le harcèlement, l'exploitation et l'abus sexuel comme des fléaux qui minent sérieusement le fonctionnement des services publics, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers son service Genre et Équité, organise cette campagne de sensibilisation pour un changement de comportement. Mettre à l'aise que lorsqu'on est femme, il n'est pas dit seulement qu'on doit rester derrière. Alors nous appelons les autorités prendre tout le monde en compte et qu'on tienne compte des futures organisations à mettre en place, de prendre une certaine, si ce n'est pas égalité, mais qu'il y ait équité dans l'organisation de l'administration. La démarche a permis d'apporter des éclaircies importants sur les notions de sexe, genre, équité, mixité, stéréotypes et autres. Les attentes sont liées au changement de comportement dans les bureaux, mais aussi dans la société. Mais nous avons aussi des aspects qui sont plus liés à la capacité de discuter entre cadres de ces questions-là qui sont généralement tabous, qui sont souvent aussi discutés entre femmes, voire entre hommes de leur côté, mais rarement entre cadres rassemblés autour de la même table. Désormais, au ministère de l'Administration du Territoire, l'intégration de la dimension genre doit être une réalité au sein du département. Qui parle d'intégration parle de l'implication des hommes et des femmes dans les activités des différents départements ministériels. Et le harcèlement étant une violence basée sur l'intimidation et l'exploitation, donc on veut sensibiliser les cadres du département à ne pas harceler leurs collègues dans le milieu du travail. Au terme de cette sensibilisation, les cadres du département sont unanimes sur la prise en compte future de la dimension genre et équité dans tous les programmes et projets de développement du département, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Amadou Touré, c'est un dossier à suivre. On remonte à Cancan, où une opération a été lancée pour curer tous les caniveaux de la commune. C'est un appui d'un fils du terroir pour lutter contre les inondations pendant cette saison de pluie. Les jeunes sont impliqués dans cette campagne contre l'insalubrité. Reportage Yamokaba, Mamadou Saliouba. Un projet d'envergure destiné à limiter les dégâts pendant l'hivernage à Cancan. Le patron de l'entreprise Guitère compte réussir ce pari. Son objectif, curer tous les caniveaux de la commune urbaine. L'engagement est citoyen pour stopper les inondations intempestives. On a fait des opérations en 2014, en 2017, nous sommes en 2023 encore. Chaque fois que le météo montre qu'il y aura beaucoup de pluie, qu'il y aura trop d'inondations, Kabadjiter, le PDG prend toujours l'initiative de curer les caniveaux de la ville de Cancan. Ce dispositif permet à l'initiateur, un fils du terroir, de participer au développement local de Cancan. Il a prouvé qu'il est citoyen, qu'il est natif de Nabaya. Les caniveaux qu'il est en train de curer, ça n'a rien à voir avec le contrat qu'il lie avec l'État. Je trouve devant un boutiquier, le caniveau qui dépasse, qui traverse devant sa boutique, et c'est replein encore d'ordures, lui je vais fermer sa boutique. Je vais lui dire, je vais le forcer de curer lui aussi comme a fait Kabadjiter. Dans le registre de la salubrité publique, un emploi temporaire est créé pour permettre aux jeunes de mettre le pied à l'étrier. Nous voulons sensibiliser les riverains pour expliquer les dangers de l'insalubrité. Plus jamais des ordures dans nos caniveaux. Les caniveaux propres, une affaire de tous pour préserver la santé de la population et changer l'image d'une cité hospitalière à la démographie galopante. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.